Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité du CA, votre émission préférée bien sûr du Cercle Aristote. Alors Jonathan, tu es photographe de guerre, tu es un grand reporter indépendant qui travaille notamment avec CNN, la BBC et d'autres références aujourd'hui dans le monde. Tu as couvert 14 zones de guerre parmi l'Ukraine 2014, la Syrie, les guerres du Caucase et, on va en parler aujourd'hui, les conflits en Amérique latine. D'ailleurs, tu as aussi sorti un livre qui est présent sur ton site internet. Alors, pour tous ceux que le travail de Jonathan intéresserait, eh bien, je ne peux que vous enjoindre à vous rendre sur son site. Vous marquez Jonathan Lepéry sur internet et c'est le premier lien qui vous sortira. Jonathan, bonjour, comment ça va? Et ça va très bien, merci. Eh bien, parfait. Merci encore une fois d'être au rendez-vous aujourd'hui pour encore une fois notre mini-série. Euh, Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le Mexique et les Caraïbes, des pays, des États que tu connais bien, car, je me répète, tu es avant tout un grand reporter. Euh, Déjà, qu'est-ce qu'un grand reporter, selon toi? Un grand reporter, c'est quelqu'un qui, normalement, fait un travail de fond sur certains sujets, des sujets généralement assez lourds, que ça peut être la guerre, ou dans ce cas-là, la guerre de la drogue, ou des sujets qui sont en lien directement avec la situation du monde, on va dire, aujourd'hui. Et donc, c'est des sujets qui peuvent nous amener dans un certain nombre de pays pendant un certain nombre d'années afin d'approfondir le travail. Donc, c'est un peu à contrario par rapport à ce que quelqu'un ferait dans les médias, ce qu'on appellerait aux États-Unis les news, donc quelque chose qu'on fait au quotidien. Donc là, c'est vraiment un travail approfondi. Dans la photo, on appelle ça plutôt un photo essay. Donc, on passe plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, dans mon cas, pour ce sujet-là, à combiner un certain nombre de pièces. C'est avoir un peu comme un puzzle. On rajoute des pièces petit à petit pour faire un tout, afin d'avoir une vue d'en haut, générale, pour après plonger dans les détails. D'accord, eh bien, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai oublié, pardon de le dire, mais si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. J'ai les yeux rivés sur le chat pendant toute l'émission. Donc, n'hésitez pas, je prendrai vos questions. Soyez concis, ne faites pas de paragraphes, je vous en supplie. Et une question par une aussi, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Pourquoi être allé en Amérique latine? Alors, ce sujet sur la guerre de la drogue est un sujet qui m'intéresse depuis une dizaine d'années. J'ai commencé en 2012, plutôt Mexique, Arizona, Texas, la frontière en fait entre les États-Unis et le Mexique et Haïti. Donc, ça a été mes premiers débouchés dans ces milieux-là, dans ce monde de la drogue. Et après, bon, j'ai un peu arrêté parce qu'il y a eu beaucoup de guerres. Il y a eu la Syrie, la Libye, il y a eu l'Ukraine, l'Irak. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, je me suis un peu détourné de ça et je me suis remis dans le bain à partir de 2019. Pendant un an, j'ai fait que ça, surtout le Brésil et un peu les Caraïbes, évidemment les États-Unis et un peu le Mexique. Et après, il y a eu le Covid. Donc, le Covid m'a à nouveau, avec mes clients, j'étais obligé un peu de travailler là-dessus au moins pendant un an, un peu moins. Donc, j'étais pas mal aux États-Unis au début, puis après, surtout en Amérique latine. Puis, j'ai repris. Après, il y a eu la guerre au Karabakh, donc je suis parti là-bas la couvrir. Mais à partir de 2021, surtout 2022, je ne fais que ça quasiment avec une parenthèse en Ukraine l'année dernière où j'ai passé pas mal de temps juste après l'invasion russe à l'est de l'Ukraine. Donc l'idée, c'est d'avoir une compréhension générale de ce qui est en train de se passer. Et la raison, c'est que comme beaucoup de gens le savent maintenant, il y a une crise majeure aux États-Unis et au Canada par rapport aux opioïdes, par rapport aux overdoses ou la consommation de la drogue en général. Et c'est ça qui m'a relancé dans le bain, qui m'a beaucoup intéressé, parce que je voulais comprendre pourquoi les Américains se droguent autant, avec autant d'efficacité et sur des quantités absolument bibliques, on va dire, faramineuses. Et ça a engendré évidemment un business qui était déjà très fructueux et très complexe et très bien organisé, qui est tout le commerce de la drogue avec les cartels et différents éléments criminels
entre l'Amérique latine, l'Amérique centrale, Mexique, Caraïbes, et évidemment la fin de cet arc qui est les éléments criminels aux États-Unis. Donc je voulais comprendre ça et comprendre pourquoi aussi les États occidentaux ne font rien, ou très peu, ou en tout cas sont d'une nullité confondante. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, en parlant de l'Europe, ce qui se passe en Belgique, on va dire la Belgique, c'est ce que c'est, mais bon, et la Hollande, c'est un peu plus étonnant, le sud de la Hollande en particulier, bien entendu la France, qui sont maintenant en proie à des organisations criminelles de plus en plus puissantes, ou comme dit Pierre-Yves d'ailleurs de manière très, très juste, on est en train de voir une espèce de balkanisation de ces zones-là, où il y aura des zones entièrement tenues de plus en plus par des groupes criminels, donc qui vivent de la drogue. Évidemment, on est loin de ce qui se passe au Mexique, ou en Colombie, ou au Pérou, ou en Bolivie, Paraguay, tous ces pays-là, et au Brésil, mais on y arrive petit à petit. Donc voilà, je voulais vraiment comprendre pourquoi, comment on en est arrivé là, où on en est aujourd'hui, et où est-ce que nous serons dans le futur par rapport à ce grand commerce illicite de la drogue. D'accord, et si tu devais dresser un bilan de ces années notamment en Amérique latine, lequel serait-ce? Bah, par exemple, on va prendre un exemple très, très concret et très simple, c'est le cas de la Colombie. Comme vous le savez, il y a quelques années, la Colombie, enfin, l'État colombien, après avoir plus ou moins gagné sur le terrain au niveau militaire la bataille contre pas mal des groupes, j'allais dire paramilitaires, non, ça c'est plutôt gouvernemental, mais le FARC, ces unités-là, avec sous l'ère Uribe, soutenu par les Américains entièrement militairement. La Colombie aurait dû normalement contrôler ou diminuer sa production de cocaïne, qui représente sur la totalité des Amériques, l'Amérique latine à peu près, si mes souvenirs sont bons, à peu près 60-65% de la consommation totale est faite en Colombie. Aujourd'hui, quand on regarde la production de cocaïne, de la coca colombienne pour l'exportation à l'étranger, et surtout pour les États-Unis et bien évidemment l'Europe, elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, malgré le fait que le nouveau gouvernement, plutôt socialisant aujourd'hui, et celui d'avant aussi, il y aurait dû avoir il y a eu un processus de paix entre les groupes militaires criminels et le gouvernement. Ça ne s'est pas vraiment passé, en tout cas les gens y croient très moyennement, selon mes contacts et mes sources là-bas. Cependant, on aurait pu estimer que la production diminue, ce n'est pas le cas, elle a augmenté justement. Donc là, on voit exactement ce qui est en train de se passer. C'est d'un point de vue consommation en Occident européen et en Amérique du Nord, comme la consommation est devenue absolument, comme je disais tout à l'heure, biblique, hein, c'est à toutes l'échelle de la société, tout le monde se drogue, que ce soit cocaïne, alors, héroïne, crack. Héroïne, c'est plus étendu, crack, c'est plus pour les plus pauvres, on va dire. Donc, voilà. Donc, il y a une telle demande que maintenant, on voit aussi une augmentation de production de cocaïne au Pérou et en Bolivie. Et ça a toujours été des gros producteurs. Mais là, on atteint à nouveau des chiffres qui n'ont jamais été atteints auparavant. Par exemple, le Pérou, maintenant, représente à peu près un quart, donc 25% de la production totale de cocaïne pour l'exportation, et la Bolivie à peu près 12-13%. Voilà. Donc ça, vous avez les trois grands joueurs qui sont mis en place, qui produisent et qui font passer la drogue maintenant beaucoup par l'Équateur, un pays que j'ai pas mal couvert l'année dernière, un pays qui était très calme et pour le tourisme, hein, le Galapagos, c'est un pays absolument magnifique, il y a beaucoup de choses à voir, culturellement très intéressant, et maintenant est complètement, en tout cas la côte, hein, Guayaquil, j'ai passé pas mal de temps, une ville qui est devenue très dangereuse, où l'exportation de la cocaïne du Pérou passe par l'Équateur et remonte sur les côtes pour aller au Mexique et aller aux États-Unis. On pourra parler plus tard de quelles sont les routes utilisées et à quel pourcentage pour monter jusqu'aux consommateurs nord-américains et européens.
Donc voilà, la Bolivie aussi. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Il y a une telle consommation qu'évidemment, il y a une production absolument énorme. Et évidemment, cela se rajoute aux amphétamines qui sont essentiellement produits par les cartels mexicains, à plus de 80%, je crois. Et bon, ça, il faudra vérifier, parce que je me suis les chiffres varient, on ne sait pas trop en fait. Production du fentanyl, MDMA, kétamine, ecstasy, enfin la totale. Toutes les drogues synthétiques qui sont utilisées dans les milieux festifs, par exemple, sont en grande partie produites par les cartels mexicains. D'accord. Une petite question qui peut-être s'éloignera un peu du sujet, mais pour devenir grand reporter, euh, quel est ton chemin? Et s'il y en a un, euh, comment le citoyen lambda, s'il a envie de tout claquer, entre guillemets, et de partir couvrir des conflits comme tu le fais, euh, comment peut-il s'y prendre? Comment arrive-t-on à devenir grand reporter? Y a-t-il une voie? Laquelle était la tienne? Alors, ça va faire sourire, mais je pense que faire une école de journalisme, ça, il faut laisser tomber. Ça, c'est sûr. Quand on voit le résultat aujourd'hui, ça sert à rien. Moi, j'ai fait des études d'histoire médiévale à l'Université de Chicago. Donc, quand j'étais en terminale, je voulais être photographe. Je savais ce que je voulais faire, mais photographe de guerre. Donc, moi, je savais très rapidement. Donc, j'ai eu cette chance. Et elle vient essentiellement du fait que beaucoup de membres de ma famille ont été des soldats. Donc, j'ai des arrière-grands-parents, grands-parents, Première, Seconde Guerre mondiale, oncles ont fait Dien Bien Phu, la guerre d'Algérie, Seconde Guerre mondiale côté américain. Donc, j'ai un lourd passé militaire dans ma famille. Donc, c'est l'histoire qui aura décidé de ça. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été attiré par la guerre. Donc, quand on est petit, on joue aux petits soldats, enfin, ce genre de truc. Et après, bon, ça se développe sur des voies un peu plus concrètes et un peu plus conscientes, on va dire, où j'ai fini par, je voulais être officier dans l'armée américaine. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que suivre des ordres d'autres, c'est pas trop mon truc, donc je ne l'ai pas fait. Mais s'il y aurait eu un grand conflit mondial, je me serais probablement engagé dans l'armée, ça c'est sûr. Donc, je suis devenu photographe. La photographie a été un médium pour moi pour vivre la guerre, ou donc l'histoire, la grande expérience des hommes, donc l'histoire des hommes. Et la guerre, évidemment, est un pilier absolument fondamental. Et tort ou à raison, hein, je ne pose pas de jugement là-dessus, c'est uniquement une compréhension historique réelle, on va dire, de notre situation, de ce qu'elle a été dans le passé, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera probablement toujours. Conflit entre les hommes est absolument fondateur. Donc j'ai voulu connaître ça et la photographie m'a permis de me joindre à beaucoup de zones de conflit, à rencontrer beaucoup de gens qui m'ont permis de faire ma carrière internationale qui a démarré assez rapidement. Dès 2004, j'étais engagé par Getty Images et ma carrière à partir de là a commencé à bien marcher et les choses se sont accélérées à partir de là. Donc voilà, donc c'est mon côté historique de ma famille, ma passion de l'histoire en général. Donc j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, des études d'histoire médiévale à l'Université de Chicago. Et je travaillais comme photographe déjà à l'époque. Donc je gagnais ma vie comme jeune photographe à Chicago, j'avais une vingtaine d'années. Comment s'est faite la première fois où tu es allé sur le terrain, en fait? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu as voulu y aller, comme tu disais, par atavisme, quelque part? Tu as voulu y aller avant d'avoir tes premiers clients. Je répète qu'aujourd'hui, hein, tes clients sont la BBC, CNN, etc. Euh, Est-ce que tu y allais, voilà, juste parce que tu avais envie d'y aller, de couvrir ces médias, de couvrir ces conflits, prendre des photos sans arrière-pensée, entre guillemets, ou alors s'il y en avait une, elle n'était pas vraiment pécuniaire, si je puis dire. Euh, Comment ça s'est fait dans ta tête? Alors déjà, en ce qui concerne l'argent, aujourd'hui, faire de l'argent dans le journalisme, c'est quelque chose de très très difficile. Moi, je m'en sors bien parce que j'ai eu des gros clients internationaux, Bloomberg, Vanity Fair. Enfin, j'ai toute une liste de gens avec qui je travaille régulièrement ou avec qui je connais depuis des années. Donc, il y a encore de l'argent, mais c'est
essentiellement aux États-Unis. Les médias européens ont fait mal ou peu, ou 3 mois plus tard. Enfin bon, c'est pas très intéressant. Donc c'est plus compliqué à ce niveau-là. Je pense aussi que il faut, comment dire, s'il faut donner des conseils aux gens pour faire ce métier, c'est bien d'avoir de l'argent personnel, hein, pour être honnête. Faire du mécénat, c'est très important. Connaître des gens qui peuvent vous aider financièrement, je pense que ça, c'est absolument fondamental. C'est marrant, c'est une espèce de retournement des choses. Quand on regarde tous les grands artistes, je dis pas que je suis artiste, hein, mais quand on regarde comment les grands artistes, pendant la période 16e siècle, 15e siècle, 17e siècle, étaient financés, c'était par le mécénat en grande partie. Et là, on a un peu un retour de ça. Je pense que les gens qui veulent vraiment être indépendants, ou qui peuvent être indépendants, sont des gens qui sont indépendants financièrement. Ça, mais c'est vrai pour tout, hein, évidemment. J'annonce quelque chose qui est assez évident. Mais c'est le cas pour le grand journaliste, le grand reporter. Alors, on peut être engagé par une grande boîte. Moi, j'ai jamais voulu être staff. On m'a proposé ça un certain nombre de reprises. J'ai toujours dit non. Et la réponse est que je voulais toujours faire ce que je voulais faire et je photographie ce qui m'intéresse. Le reste, je le fais pas, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai eu cette chance et je l'ai encore aujourd'hui. Et je pense qu'on n'est plus très nombreux à l'être. Donc là-dessus, c'est une chance assez incroyable. Donc, c'est un peu le conseil que je donnerais aux gens. Alors, il faut se lancer. Et se lancer, c'est un risque dans le sens où si on va dans les zones de conflit, les zones dangereuses, on ne sait pas au début si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Parce que quand on a affaire au danger, s'il y a une bataille, n'importe quoi, un danger quelconque, c'est là où on s'aperçoit les fibres qu'on a à l'intérieur de soi, si on a cette force de caractère et physique de pas paniquer, ou enfin de rester calme et de gérer la situation. Et ça, on l'apprend sur le terrain, personne ne peut te l'apprendre. Ouais, bien sûr. Et justement, ça rejoint une question que Lolo Hick nous pose dans le chat. Quel est le niveau de danger d'un photographe dans le milieu de la drogue et même sur le terrain en général? Alors, il y a différents styles de danger. Alors, par exemple, on va prendre un exemple évident d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine, c'est une guerre conventionnelle, donc très dangereuse parce que c'est très lourd en matériel, les bombardements sont très lourds, il y a des combats violents, il y a beaucoup de morts, les pertes sont absolument énormes. On parle maintenant, enfin bon, les Ukrainiens auraient perdu plus de 150 000 morts. D'ailleurs, il faut voir ce qu'a dit Jacques Sapir il y a quelques jours, il parle de 200 000 morts. J'espère que c'est une exagération, mais le connaissant, il a probablement raison. Donc là, il y a un danger, on est dans une zone de bataille, on peut être tué comme le soldat à côté, mais au moins on sait où sont les choses, plus ou moins. La guerre de la drogue, c'est beaucoup plus insidieux, c'est moins dangereux. Alors les chances de mourir sont beaucoup plus faibles, hein. C'est une guerre d'intensité faible. Mais si on a affaire à un groupe criminel qui décide d'éliminer un journaliste, c'est déjà trop tard, hein. Les mecs, ils ont décidé et puis tu le sais pas et c'est réglé. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe. On tue beaucoup de journalistes, mais c'est la presse locale. On ne touche pas à la presse internationale. La presse locale, je crois que le Mexique maintenant est le pays le plus dangereux au monde, un des pays les plus dangereux au monde en ce qui concerne la sécurité des journalistes. Je ne connais plus les chiffres, mais il y a des dizaines de journalistes tués tous les ans au Mexique, hein, si ma mémoire est bonne. Donc le danger est là, il est constant. Couvrir ce genre d'événement est compliqué, il faut avoir les bons contacts, il faut passer du temps, ça peut mettre des mois, des semaines, des années. Enfin, pour avoir les photos que je recherche, ça peut mettre beaucoup de temps. Quand tu es sur le front en Ukraine, tu as les photos que tu veux tout de suite parce que tout est autour, tout le temps, c'est très visuel. Là, il faut aller chercher, il faut s'intégrer dans des milieux, il faut il faut que les gens te fassent confiance. Donc, c'est beaucoup plus compliqué et en tant que photographe, c'est un challenge particulier. D'accord, ouais. Et donc j'imagine qu'une telle hostilité de la part des cartels sur place s'accompagne de menaces. Comment ça se manifeste dans les faits? Alors, les cartels ne sont pas forcément contre les journalistes. C'est plus compliqué que ça. Alors, il y a des journalistes d'investigation qui sont éliminés parce qu'ils vont trop profondément dans une situation et ça gêne des groupes criminels. Donc, ils peuvent décider de tuer un journaliste. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Photographiquement, je fais beaucoup de choses qui
qui sont en fait les conséquences beaucoup de ce qui est en train de se passer. Alors c'est vrai que c'est violent, il y a beaucoup de morts, enfin, on voit des choses assez difficiles, terribles, mais les cartels ne se cachent pas de leur violence. Donc quand ils laissent des morts sur la route, ils ont tué quelqu'un comme ça, ils ne le cachent pas, ils veulent justement montrer. C'est une question de pouvoir, de montrer qu'ils sont au pouvoir, qu'ils ont fait ça et que les gens doivent le savoir. Donc là-dessus, ils n'ont pas de problème que les gens photographient ou fassent un article là-dessus. C'est pas ça. D'ailleurs, quand on essaye d'expliquer le grand commerce international, tout le monde sait plus ou moins d'où il vient, d'où il part, où il va et où il termine tout ça. C'est pas un secret non plus. Donc c'est pas comme si on est journaliste étranger, on va dans un pays en Amérique latine ou au Mexique et on va se faire dézinguer parce qu'on est là-bas. Non, ça arrive jamais. C'est surtout la presse locale, malheureusement, mais tout ce qui est grand reportage international, tout ça, généralement, ils ne touchent pas. Et d'ailleurs, certains cartels plutôt vieilles comme le cartel de Sinaloa, aiment bien justement qu'on parle de... D'accord, eh bien, c'était très intéressant. On entend évidemment beaucoup parler de ces conflits, de ces organisations, souvent en bien, souvent en mal également, hein. On a notamment les séries sur Netflix qui n'aident pas vraiment, enfin, qui romancent un peu la chose et qui produisent malgré eux, hein, quelque part, de la désinformation en faisant passer le cartel comme un produit marketing. Bon, voilà, on en pense ce qu'on veut, mais on ne peut pas vraiment parler de ça ici. Euh, pour le métier de grand reporter, je pense qu'on a fait qu'on en a fait le tour. Euh, Faisons maintenant un lien entre les US et l'Amérique latine. Faisons un lien entre l'épisode 1 et l'épisode 2 de notre série. Euh, Quelles sont les formes de violence aux US et en Amérique latine? Sont-elles différentes? Et si oui, comment sont-elles différentes? Alors, on va commencer par la violence. On va commencer un peu à rebours. La violence par rapport aux gens qui sont addicts à la drogue. Donc la fin du parcours. Oui. Les États-Unis et le Canada, de moindre mesure, parce que c'est la population beaucoup plus petite, ont un nombre incroyable de morts d'overdose par année maintenant. Il a toujours été assez élevé les 20 dernières années, mais là, on atteint des chiffres. On estime à 2022 à 109 000 morts. En fait, à mon avis, on est plus à 150. Il y a des gens qui ne sont pas comptabilisés, on s'en fout, des gens les cadavres qu'on récupère. Enfin bon, ils ne vérifient pas toujours, en fait. Mais officiellement, c'est 109 000, 74 000 à cause du fentanyl. Alors, le fentanyl, c'est compliqué parce que c'est souvent accidentel. On ne sait pas qu'il y a du fentanyl dans sa cocaïne, ou dans sa marijuana, ou dans son crack, dans son héroïne, et on meurt. Ça, okay. Donc, ça, c'est une forme de violence. Violence de la consommation de la drogue et ses conséquences par rapport à la mort. En Amérique latine, au Mexique, aux Caraïbes, il y a une consommation. Surtout au Brésil, un peu en Colombie. Dans les Caraïbes, pas mal. Ils se droguent pas mal. En Jamaïque, évidemment. Bon, la marijuana, ça c'est culturel plus, mais pas mal de cocaïne. Et puis en République dominicaine, Haïti, tout ça. Bon, ces zones un peu chaudes. Ça, et au Mexique. Par exemple, le Mexique n'était pas connu pour sa consommation. Là, je viens de faire tout un sujet sur l'addiction au Mexique, que je terminerai un peu plus tard dans l'année. Est en pleine expansion. Ils n'ont jamais eu autant de drogués que maintenant, que ce soit à Mexico, Zacatecas, même dans le nord, à Tijuana, ou Mexicali, Matamoros, enfin bon, toutes ces zones qui sont tenues en bonne partie par les cartels, les gens se droguent énormément. Et en partie, je pense, parce que il y a une production telle de fentanyl, par exemple, qu'ils doivent le déverser maintenant même chez eux. Donc, ils sont en train de polluer leur propre population en vendant du fentanyl dans la drogue. J'ai photographié un type, un héroïnomane à Mexicali, et lui, il se shootait à l'héroïne avec du fentanyl. Il voulait son fentanyl, il le cherchait vraiment.
Et ça, il y a quelques années, on ne le voyait pas autant, mais maintenant, ça s'est vraiment beaucoup étendu. Donc ça, c'est un problème très grave qui ne sera pas résolu, qui ne feront rien, évidemment. Et donc voilà. Donc il y a cette violence-là, et aux États-Unis, elle est très prononcée, et elle commence pas beaucoup à augmenter, surtout au Mexique. Il y a ça. Maintenant, il y a le côté plus gang qu'on retrouve plus aux États-Unis. La guerre des gangs, elle existe depuis les années 70-80, c'est pas nouveau. 90, après c'est pas mal calmé. Dans les années 90, ils ont foutu tout le monde en tôle aux États-Unis, donc ça a calmé pas mal de monde. Mais là, on voit une résurgence des gangs mexicains qui se sont beaucoup étalés aux États-Unis, en partie parce que la frontière est entièrement ouverte, donc les mecs passent sans problème. Donc ça, c'est l'administration Biden. Hein, comme je dis toujours, bien joué pour les gens qui ont voté pour eux, qui maintenant se plaignent de la situation. Ben, on récolte ce qu'on sème, hein, comme on dit en France. Donc, il ne faut pas être étonné. Et donc, il y a cet élément-là. Donc, on a même retrouvé en Californie dans des cabanes, des productions d'amphétamines, enfin, des trucs, bref, pour la consommation américaine, bien entendu. Donc, ils se sont étalés aux États-Unis. Les cartels mexicains se sont aussi étalés en Amérique latine, pour montrer à quel point ils sont devenus puissants. Ils se sont, par exemple, installés sur la côte en Équateur, où ils aident au passage de la cocaïne péruvienne pour la faire remonter par le Mexique et pour les États-Unis. Donc, là, on a affaire à Donc, il y a les groupes criminels, gangs américains et mexicains qui sont là. Alors, est-ce qu'il y a une violence? Oui, ça tue pas beaucoup de gens, ça va, c'est gérable. Ils devraient pouvoir s'en débarrasser, ils ne le feront pas, mais ils devraient pouvoir le faire sans trop de problème. Ils savent qui ils sont, c'est évident, les services secrets américains, le FBI en particulier, est quand même assez efficace, malgré sa mauvaise réputation en ce moment, devrait pouvoir gérer les différentes agences fédérales aussi. Le problème, c'est plus à quel point les organisations criminelles comme les cartels mexicains sont devenues un problème stratégique pour les États-Unis et pour l'État mexicain. Maintenant, on arrive à un pouvoir militaire. On parle de 100 000 hommes armés maintenant au Mexique, entre les différents grands cartels mexicains. Par exemple, entre le cartel de Sinaloa et le cartel de Jalisco, ce qu'on appelle la nouvelle génération, et celle vers Matamoros, qui est le cartel du Nord-Ouest. Ces trois grands groupes représentent probablement 60, 80 000 hommes, voire plus. On ne sait pas trop, ce qui est énorme. Et lourdement armés, bien payés, équipés et prêts à mourir surtout, pour gagner leur argent. Donc là, on a affaire à une violence stratégique maintenant, on a affaire à une violence mondiale, on a affaire à une violence qui est hyper organisée et résiliente, qui rebondira souvent sur ses deux pattes si elle perd un leader comme El Chapo en 2016, hein, si ma mémoire est bonne. Début 2016, il a été excommunié aux États-Unis, on va dire, et pour mourir en prison là-bas. Et ces gens-là sont remplacés. Donc, cette violence qu'on retrouve aussi, donc par définition, entre les cartels, donc ce qui est la grande majorité des morts au Mexique. Hein, il paraîtrait que depuis le début de la guerre de la drogue, qui aurait officiellement commencé en 2007-2008 au Mexique, on en sera à 500 000 morts, ce qui est pas mal. Plus 100 000 gens qui manquent, qui ont été kidnappés, probablement tués, tout ça. Donc on est à des chiffres assez lourds maintenant, ça commence à faire beaucoup. Donc là, on est à une violence presque de guerre civile, on va dire. On est dans une optique très, très dense, qu'on n'a pas aux États-Unis, bien entendu. Il y a des grandes différences. Les Caraïbes, c'est différent, parce que les Caraïbes, c'est plus des gangs criminels. Moi, je travaille pas mal à Haïti, et récemment, en République dominicaine, on a affaire à des groupes violents, hein, des gens armés, tout ça, mais qui sont des petites organisations et qui pouvaient être éliminées si on voulait le faire, sans trop de problèmes. Le problème des Caraïbes, à mon avis, c'est plus la consommation de la drogue, car bon, c'est pas énorme pour l'instant, mais entre la Jamaïque, la République dominicaine, Haïti et Porto Rico, puis les petites îles comme Tobago, ces choses-là, ça représente peut-être 6 à 10%
de l'exportation qui passe du Venezuela, qui va aux Caraïbes et qui va aux États-Unis. Le reste passe, 90% passe par le Mexique plutôt. Donc voilà, donc il y a quand même des grandes différences fondamentales. L'Amérique paye le prix de ces choses-là par rapport à ses overdoses et sa consommation, donc sa population qui décline, c'est plus ça. Les Amériques, c'est plus la violence vraiment plus militaire entre les gouvernements et les organisations criminelles qui s'approprient le commerce de la drogue. Donc, Mais, mais justement, tu parlais il y a quelques secondes des bandes que l'on retrouve notamment à Haïti, et tu disais que l'on pouvait, si on le voulait, les désintégrer en quelque sorte, les annuler, les annihiler. Pourquoi sont-elles toujours en vie dans ce cas? c'est une question difficile à répondre. Il y a pas mal de théories là-dessus. Alors, il y a des gens qui estiment, j'en fais pas vraiment partie, mais bon, ça quand même, on peut se poser la question, qui estiment que certains gouvernements sont en bisbille avec les mecs. Alors, pour le Mexique, ça, on le sait. Ça, c'est pas un secret. Pour les Caraïbes, par exemple, Tobago, ces choses-là, c'est possible aussi. Il y a la corruption dans les États, c'est pas quelque chose d'anodin ou quelque chose de nouveau. Et quand il y a tellement d'argent en jeu, acheter les gens, c'est facile. Hein. Quand on te dit, je vous passe $1 million ou 100 000 $, sinon il va vous arriver quelque chose, la plupart des gens vont accepter. Hein. Pour protéger leur famille ou parce qu'ils n'ont pas envie de mourir, bon, ça, on peut le comprendre. Très bien. Pour les États-Unis, c'est un peu le grand point d'interrogation. Pourquoi est-ce que les Américains font rien? Alors, il y a des agences qui aimeraient faire ça. DEA et fait ce qu'elle peut. Il y a quand même les mecs, moi je connais un certain nombre de gens qui travaillent dans ce milieu, parce que la photo m'a amené à travailler avec un peu avec des gens comme ça. C'est vrai que ces gens-là sont un peu désespérés, ils ont l'impression de ne rien pouvoir faire. Alors eux, DEA, ils peuvent aller à l'international aussi. Ils sont présents partout en Amérique latine, plus ou moins, et ils essayent de gérer la situation, la genèse du problème. Au Brésil, ils ont arrêté, ils ont peut-être un peu repris sous Trump, maintenant je ne sais pas, mais ils ont arrêté avant Trump parce qu'ils ne faisaient plus confiance avec les autorités de Rio. Les autorités de Rio sont tellement pourries et corrompues que ils n'avaient plus d'alternatives pour essayer d'avoir les informations ou se battre contre différents grands groupes criminels au Brésil qui sont quand même assez puissants. Le Brésil est assez particulier d'ailleurs par rapport à ça. C'est pas le Mexique, mais c'est pas la Jamaïque non plus. Ils sont par exemple, ils ont un groupe puissant. D'ailleurs, j'ai pris des photos d'eux qui s'appelle. Je me souviens, ça me reviendra. Ils sont présents partout au Brésil. Le Brésil est un grand pays, donc ils sont assez puissants. L'Amérique ne fait rien. Pourquoi? Pourquoi? Pour des raisons idéologiques. Hein, quand les démocrates sont, d'ailleurs les républicains, c'est un peu pareil. Hein, il n'y a pas une grande différence en fait. Sont donc des globalistes, donc des gens qui sont pour l'ouverture des frontières. Hein, vous avez la même chose avec l'Union européenne. Donc le libre-échange de capitaux, mais de gens aussi. Donc quand on est dans cette logique-là, on ne peut pas avoir de frontières fermées. C'est pour ça qu'on a la frontière ouverte avec le Mexique. Voilà. Donc il y a ça. Évidemment, la logique, si on n'avait pas d'émotion dans ces décisions, on devrait fermer la frontière et éliminer les passeurs, qui sont des sales types, et les dealers, tout ça. Il faudrait aller les éliminer. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Ils ne font rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'Amérique a décidé de se tirer une balle dans la tête 3-4 fois déjà. Donc elle décide, pour des raisons idéologiques, de dire que c'est raciste d'aller contre des gens comme ça. Très bien. Donc les conséquences, elles sont là. Est-ce qu'il y a dans les autorités locales au Texas, au Nouveau-Mexique, Arizona, pourris, corrompus? Ça, c'est sûr. Il y a, au point de vue local, oui, au point de vue fédéral, dans les grandes agences fédérales de sécurité, non. Les Américains ne sont pas corrompus comme ça, c'est pas vrai. Par contre, beaucoup de gens estiment qu'ils ne font rien faire parce qu'ils ne veulent pas perdre leur travail, et j'en connais. Par exemple, c'est très difficile de travailler avec certaines unités sous uniforme, tout ça, parce que ils veulent pas avoir un type comme moi pour montrer ce qui se passe, ou comme d'autres, parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Donc il y a ça aussi. Ok, d'accord, on comprend mieux
comment ça se passe. Mais justement, que met les USA en face de ces cartels pour, entre guillemets, protéger leur territoire? Quelles sont les institutions, s'il y en a? Quelles sont les forces mises à disposition? Comment les États-Unis travaillent-ils, défendent-ils leur territoire de ces cartels? Ils le défendent peu en ce moment, mal. Par exemple, il y a quelques mois de ça, ils avaient arrêté un Mexicain à Los Angeles qui avait plusieurs millions de pilules de fentanyl, ils l'ont relâché. Ah oui. Ouais, ça arrive régulièrement, mais ça, c'est pas uniquement le fait que c'est quelqu'un qui avait de la drogue avec lui, mais c'est la même logique idéologique dont je vous parlais, progressiste dont je vous parlais tout à l'heure, où à New York, d'où je viens, on a lâché plein de criminels et ils ont récidivé, ils ont tué des gens. Il y a plein de gens qui sont morts à New York à cause de ça. Et ça, c'est pour des raisons idéologiques, des raisons racistes d'ailleurs, beaucoup. Donc on dit comme ils sont pas blancs, il faut relativiser, il faut comprendre, et le passé a été ce qu'il a été, que l'esclavagisme, je parle de la population nord-américaine, et ils pensent vraiment comme ça. Le problème, c'est que ces gens-là sont victimes. Bon, ils ont fait leur choix d'être criminels, hein. Personne ne les a forcés d'aller vendre de la drogue ou tuer quelqu'un dans la rue. Il faut arrêter. Donc ces gens-là sont relâchés et ils recommencent. Bref. Donc ça, c'est les juges. C'est les cours suprêmes locales d'État ou c'est les juges des circuit court de je sais pas quoi, toutes ces conneries-là. Bref. Donc c'est un peu comme vos magistrats en France qui sont pro-européens, qui sont progressistes. Voilà. Donc c'est la même chose. Hein. C'est une petite dictature, la magistrature, c'est un peu ça. Là, on n'a pas de magistrats, mais on a des juges. C'est la même différence. Donc, mais ça dépend les États. Si tu vas en Alabama, si ce type s'était fait attraper, à mon avis, lui, il aurait écopé 40 ans, et puis à juste titre. Dans les États progressistes libéraux comme la Californie, il faut mieux être criminel que payer ses impôts. Hein. Voilà. Et donc, ces types-là sont libérés. Qu'est-ce que peut faire l'Amérique? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, il y a des gens qui sont très étatistes et qui pensent qu'il faut faire la guerre contre les cartels, ce qui est en effet qui pourrait un jour arriver. Il y a des plans militaires pour ça. Bon, l'armée fait toujours des plans, c'est normal, mais il y a un plan d'invasion pour envahir le nord du Mexique et créer une zone de tampon entre la frontière américaine et qui serait de quelques dizaines de kilomètres et qui contrôlerait militairement toute la zone. Ce qui un jour peut-être arrivera, parce que maintenant, comme l'État mexicain devient de plus en plus un narco-État, il y a des zones qui sont complètement perdues, qui ne sont plus du tout contrôlées par les autorités, soit par corruption ou par effet militaire. Je parle essentiellement de l'État du Michoacán, Guerrero, Baja California, évidemment, Sinaloa, Matamoros, c'est une zone hyper dangereuse, Veracruz, c'est compliqué, Cancun, hein, ils retrouvent des morts régulièrement, enfin bon. Ça s'est un peu calmé, mais quand même. Chiapas, maintenant un peu, les cartels se sont beaucoup mis dans le commerce du migrant. Ça rapporte beaucoup. Voilà, donc ça, c'est aussi un appel d'air. C'est nous qui avons créé ces situations-là. Hein. Vous avez la même chose avec l'immigration en Europe. C'est juste pas tout à fait la même immigration, mais c'est le même système. Donc, l'Amérique a les moyens de faire ce qu'elle doit faire pour gérer le problème, mais elle ne le fera pas, en tout cas pas pendant pas mal d'années. Et la situation continuera à empirer, et puis un jour, on aura affaire à un État qui n'en sera plus un, le Mexique, ou un État qui décidera, où l'Amérique dira, bon, on va arrêter les frais, on va forcer une dictature militaire pour le Mexique, ce qui est une possibilité, où l'armée mexicaine reprendra le contrôle du pays. Alors là, dictature militaire en Amérique latine, on sait souvent comment ça se termine. Oui, effectivement. Mais justement, face à la relative incompétence des institutions visant justement à défendre le territoire de la drogue, etc., qui rentrerait sur le territoire, face à la possible corruption, évidemment, on n'affirme rien ici, mais face à la possible corruption des élites de certains États notamment, on a uniquement donc, la police qui peut faire barrage sur le territoire américain. Comment fait-elle barrage et aux États-Unis et
au Mexique, est-il possible d'exercer une répression quelconque sur le territoire mexicain face à ces cartels qui sont par définition des éléments très volatiles et on coupe une tête quelque part, elle repousse ailleurs, quoi. Alors, Calderón, qui était président mexicain avant Peña Nieto, qui était celui avant le magnifique spécimen que les Mexicains ont aujourd'hui, AMLO, Obrador, lui a essayé, en effet, donc ça a été le départ, en fait, c'est 2006, en 2007-2008, où il a vraiment essayé, c'est un peu l'homme des Américains, il a essayé de détruire certains cartels, tout ça, donc il y a eu beaucoup de morts, ça a été hyper violent, c'est vrai. Bon, maintenant, la situation est tellement grave que de toute manière, si on va faire quelque chose, ça va être très difficile. C'est trop tard d'une certaine manière. Donc voilà. Après, il y a eu Peña Nieto qui lui n'a rien fait, que j'avais suivi en campagne d'ailleurs pendant quelques semaines, en 2012. Et lui a été accusé de corruption à un tel point qu'on l'a accusé d'être le président des cartels. Et AMLO, celui d'aujourd'hui, c'est pareil. On l'accuse de la même chose. D'ailleurs, pendant sa campagne électorale, il a dit publiquement qu'il fallait arrêter de tuer les membres du cartel, il fallait leur donner des bisous. Il a dit ça, le type. Donc, il faut voir la gueule qu'il a, on comprend mieux. C'est un imbécile et beaucoup de Mexicains pensent la même chose que moi. Les gens, d'ailleurs, quand il y a eu, ils font des demandes aux Mexicains s'ils sont pour la peine de mort par rapport au cartel, tout ça, la plupart disent oui. Donc les Mexicains en ont marre, parce que c'est quand même c'est un peuple assez chouette et qui a énormément qui devrait avoir beaucoup de possibilités, que c'est un pays qui a tout pour réussir et qui est malheureusement gangréné entièrement par ces histoires de drogue et de cartels. Et c'est un grand gâchis. Et les Américains aimeraient certaines institutions. Alors le problème, c'est pas les institutions ou les lois, on a tous les outils qu'il faut, c'est les gens qui les représentent. Vous avez le même problème en Europe, vous avez des institutions extraordinaires en France, qui est la Ve République, mais qui est malheureusement représentée par des lâches et des traîtres pour beaucoup d'entre eux. Et donc les institutions, elles servent à rien. Donc si on n'a pas les hommes qu'il faut au pouvoir, les institutions, elles servent à rien. Elles seront détruites d'ailleurs, ce qui est en train de se passer. Donc il faut que les Américains se reprennent par rapport à ça, mais il faut que les Mexicains le fassent aussi. Le problème, c'est que les seules unités de l'armée mexicaine qui sont les moins corrompues, c'est les unités de marine. Les régiments de marine qui sont, pour des raisons d'honneur et de tradition, qui ont été beaucoup moins touchés par la corruption. Les autres unités de l'armée, c'est pas clair. La garde nationale, tout ça, alors ils agissent, mais ils agissent pas toujours. Ça dépend. C'est vraiment, ils marchent vraiment, c'est comme des funambules. Ils marchent vraiment sur une ligne, une corde très fine, et c'est un balancing act, comme disent les Américains. Donc c'est le futur du Mexique va être problématique et il est lié directement au futur des États-Unis, bien entendu. D'accord. Et avant de finir sur cette partie assez liée, enfin, où j'essaie de lier en tout cas les États-Unis et l'Amérique latine, le Mexique en l'occurrence, à quel point le Mexique est-il lié par les États-Unis? Économiquement, ils sont liés de manière totale. C'est le pays, le Mexique a entièrement besoin des États-Unis pour vivre, pour ses exportations, pour son importation de cash, par Western Union, par exemple. Tous ces travailleurs mexicains qui viennent de manière... Bon, là, beaucoup moins, parce qu'il y a des problèmes démographiques qui commencent à s'imposer pour le Mexique maintenant. Donc ils ont une natalité qui s'effondre. Mais pendant plusieurs dizaines d'années, il y a eu un surplus de population qui a été envoyé aux États-Unis, évidemment, qui était la main-d'œuvre pas chère, et qui a renvoyé entre 2 et 3 milliards de dollars tous les ans par Western Union en dollars au Mexique. Donc c'est une situation idéale pour le Mexique. Donc c'est ce genre de connexion. Ils sont vraiment entièrement liés. Il y a beaucoup de Mexicains américains maintenant. Il y en a des millions. Culturellement, il y a aussi eu une fusion. Donc, c'est deux pays qui sont assez communs quand même maintenant de plus en plus. Donc, l'un a besoin de l'autre pour des raisons plus ou moins communes, mais l'Amérique reste quand même le grand frère et c'est elle qui décidera en fonction de ce qu'elle décide de faire pour elle-même du futur du Mexique. AMLO prétend le contraire, mais AMLO, lui, est là pour 6 ans.
et après il disparaîtra. Et d'ailleurs, il veut changer la constitution, il va être réélu encore 6 ans. Très drôle. C'est ce qu'on appelle le grand démocrate de gauche. Et voilà. Donc je pense que le Mexique est dans une phase très, très difficile. Elle va devoir se purger elle-même. Sinon, l'Amérique risque de le faire pour elle. D'accord, donc il n'existe pas de scénario où le Mexique se libérerait de l'influence américaine à court ou moyen terme pour aller vers les BRICS ou d'autres puissances. Alors, il est vrai que récemment, le Mexique se tourne un peu vers les BRICS, en effet. Là, il y a eu les grandes plaques tectoniques de la géopolitique sont en train de bouger avec la Chine, la Russie, ça, l'Inde, c'est vrai, le Mexique, le Brésil en est un autre. Mmh. Il y a un certain détournement de l'Occident, et ça, il est généralisé. Hein. C'est pas seulement l'Asie, c'est pas seulement l'Afrique, mais c'est aussi un peu l'Amérique latine. C'est une opportunité pour se débarrasser un peu du grand frère américain, qui a eu la main très lourde depuis plus de 100 ans maintenant, c'est vrai. Mais à quel point le Mexique aura les mains libres pour faire ça, ça reste à voir. Et si AMLO décide de pousser ça beaucoup plus à l'avant, je pense que c'est une stratégie dangereuse et l'Amérique pourrait se retourner un peu contre elle. Et de toute manière, les cartels n'auraient aucun intérêt à ce que le Mexique se délie des États-Unis, non? Oui, en effet, avoir la frontière ouverte et avoir tous ces rapports économiques, tout ça, oui, tout ça, c'est du pain béni pour les cartels, ça c'est clair. Eh bien, parfait. Je pense qu'on a fait un bon petit point entre la relation américaine et mexicaine, en l'occurrence. Je voudrais aussi remercier, je ne l'ai pas dit au début de cette émission, mais remercier toutes les personnes qui se sub à la chaîne. N'hésitez pas, si jamais vous le voulez, eh bien, si vous voulez nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas. Vous n'avez qu'à vous sub à la chaîne Twitch ou à vous rendre sur le site du Cercle, comme je l'ai dit en début d'interview, notamment pour acheter des livres ou des goodies ou tout ce que vous voulez. N'hésitez surtout pas. Tout est prêt pour vous. Et ne vous inquiétez pas aussi, je lis toutes vos questions, donc si vous en avez entre-temps qui arrivent, eh bien, posez-les, même si elles ont déjà été traitées. S'il y a moyen de ne pas se répéter, eh bien, je les traiterai en fin d'émission, bien entendu. Donc, passons à un point un petit peu plus global, un peu plus international, ouais, disons international, et plus géopolitique surtout. Est-ce que la volonté d'émancipation d'un pays comme le Salvador peut insuffler à court terme ou à moyen terme, disons, une envie de repenser la géopolitique et de l'économie même, en général, dans toute l'Amérique latine? Alors, Bukele est quelqu'un d'intéressant qui a décidé de projeter son pays dans un futur assez incertain. Je pense notamment à ce qu'il a décidé de faire avec les bitcoins, qui est à mon avis une grave erreur. Les bitcoins, d'ailleurs, on voit ce qui s'est passé. Tu peux pas créer un fondement solide dans une économie avec ça. Faut arrêter. C'est pas les gens qui voient les bitcoins comme une religion sont des gens qui ne pensent pas à long terme. Enfin, c'est des gens qui n'affichissent pas par rapport à ce que l'argent veut vraiment dire. Donc, il y a ça. Mais c'est quelqu'un qui a décidé d'être très régalien et autoritaire par rapport à un problème qui est typique du Salvador, c'est les fameux Maras, MS-13, tous ces grands groupes qui d'ailleurs se sont formés dans les prisons en Californie. Et après avoir fait leur petit tour en prison, ont été renvoyés aux années 90 et qui ont été envoyés en Salvador, en Honduras, tout ça, et qui se sont reformés en groupes criminels ultra violents. Eux, c'est vraiment des fous. Hein, et on les voit, ils sont tous tatoués, enfin on peut les reconnaître facilement. Et Bukele a dit bon, ça suffit. Et je crois qu'il en a mis 40 000 en tôle là récemment. Il a fait construire une toute nouvelle prison toute moderne et tout. Et tous les médias ont accès d'ailleurs. On peut y aller et voir comment les mecs sont emprisonnés là-dedans et ils sortiront jamais. Enfin, c'est l'idée. Là-dessus, ça fait plaisir aux Américains. C'est en effet un problème. Enfin, si ça marche, ça sera un problème en moins à régler parce que le Salvador, c'est quand même, ça a été bien le bordel pendant longtemps. Il y a la guerre.
sous Reagan, tout ça. Donc, ça a été toujours une zone complexe. Et donc, on va voir. Après, moi, s'il arrive à éliminer tous les éléments criminels, il faudra que ça suive par des éléments, enfin, il va falloir faire la paix. Après, il va falloir réorganiser le pays, il va falloir former les gens à être ingénieurs, j'en sais rien, il va falloir créer, c'est un tout petit pays, hein, donc elle a ses limites, mais se projeter vers le monde et devenir un pays non corrompu par rapport à ça, est-ce qu'il y arrivera? Ça, c'est comme dit le grand conservateur américain Thomas Sowell, hein, la chose la plus dure à changer chez les gens, c'est ce qu'ils ont en eux. Donc après, on verra si les Salvadoriens décideront de purger eux-mêmes les problèmes de leur pays. Ça sera à eux de faire ça, et à personne d'autre. Pas aux Américains ou aux Chinois ou à personne. C'est à eux de décider ça. Donc on va voir. Pour l'instant, il a la main très lourde. Les organisations de droit, de human rights, lui en veulent pour ci, pour ça. C'est vrai que les doigts de l'homme... Les doigts de l'homme sont des choses très respectées dans les milieux criminels aussi. Donc bon, donc à leur demander aussi d'être plus sympa. On verra comment ça se passe. Donc tu penses qu'il faudrait attendre quelques années afin que les autres pays puissent ou non être influencés par ces mouvements d'indépendance? Oui, on va voir. Après, c'est clair qu'on va voir comment ça va se passer, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui devraient essayer de s'en sortir aussi, comme l'Honduras, qui est un pays complètement détruit par les groupes criminels. L'Honduras, c'est un pays hyper dangereux. Le Guatemala, pareil, moins. Le Salvador. Maintenant, il y a des articles qui sont sortis récemment sur le Costa Rica, qui commence à devenir une zone importante du trafic de la cocaïne. Le Costa Rica, qui a été l'exemple de tous les big-nits pour aller acheter une baraque là-bas, parce que c'était un pays qui n'a pas d'armée. On va voir comment ça se passe d'ailleurs à cause de ça. Oui. Donc là, leur criminalité est en train d'exploser. Donc ça devient une autre zone à problème. C'est clair que quand on voit les choses comme ça, on a du mal à voir comment les choses pourraient s'arranger à court et à moyen terme. Ça s'arrangeront pas, c'est sûr, mais à long terme. Donc on verra. Mais d'ailleurs, question que j'aurais pu poser tout à l'heure, mais comment un cartel ou en tout cas une organisation criminelle fait, dans les faits, pour s'implanter dans un pays, notamment le Costa Rica, pour prendre cet exemple-là? Je pense que pour le Costa Rica, ils utilisent les pêcheurs. Parce que un moyen plus facile et moins cher de faire passer la drogue, c'est les bateaux de toute taille. Donc tu fais des sauts des sauts de sauterelles d'un port à l'autre en montant la côte Pacifique jusqu'au Mexique. Et après, bon, ça s'étale un peu. Donc je pense que le Costa Rica, ça doit être ça. Comme il n'y a pas d'autorité dans le sens militaire du terme, où il y a de la police, tout ça, enfin bon, ils n'ont pas grand-chose, ça ne va pas être trop dur de corrompre les mecs. Et donc, je pense que ça commence comme ça. Et puis après, s'ils décident vraiment de s'imposer au Costa Rica, à ce moment-là, je pense qu'ils essaieront de corrompre les autorités. Et s'ils décident d'y aller violemment, les autorités costaricaines, les ticos, comme ils disent, n'auront pas les moyens physiques pour s'opposer à eux. Donc ça va être très compliqué. Ils peuvent faire appel aux États-Unis peut-être, ou à un autre pays, mais la Russie par exemple. Donc je pense qu'au début, ça commence pour eux, ça commence comme ça. Ok, donc c'est une stratégie qui n'est pas qui est personnalisée en fonction du pays. Ce n'est pas une d'abord corruption, puis ensuite autre chose. Alors oui et non, non, parce que la corruption est partout pareil. Bon, ça marche à tous les coups. Par contre, utiliser les petits pêcheurs, tout ça, c'est pas nouveau, et ils le font dans d'autres pays d'Amérique centrale, et puis au Mexique aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est pas. Et d'ailleurs, en Équateur aussi, je l'avais vu. Hein, ils utilisaient les petits, non pas que les gros tankers internationaux, mais aussi les petites barques, trucs comme ça. Donc ils sont toutes les cartes sont à jouer, hein, tout est possible. Donc, c'est pour ça que c'est une raison pourquoi c'est si difficile de les arrêter au départ. Et avant d'envoyer une cargaison dans un pays, ou en tout cas de vouloir s'y implanter,
Comment ça se passe? Ils envoient des émissaires qui vont rencontrer des personnalités politiques ou est-ce qu'ils vont faire du lobbying entre guillemets auprès de la population? Comment ça se passe? Ça, je sais pas trop. Je pense que c'est plus pour les pêcheurs, par exemple. On va prendre cet exemple-là. C'est plus, bon, ils vont les voir directement et généralement, ils leur donnent pas trop le choix ou ils leur proposent pas mal d'argent. Et si les Mm. mecs disent non, on sait pas trop. Ils peuvent peut-être les tuer ou généralement les mecs disent oui. Par exemple, un exemple un peu différent sur le Mexique. Par exemple, on sait maintenant que le commerce de l'avocat, du Guerrero, ça, au sud du Mexique, est entièrement tenu par les cartels. Donc l'exportation des avocats pour la consommation américaine. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rigoler parce qu'on voit, c'est un mouvement très, très progressiste, manger de l'avocat, c'est très bon, donc, très bien. Mais ces idiots ne se rendent pas compte qu'ils financent directement les cartels au Mexique. Enfin bon, ça, c'est pas grave. Et j'ai dit ça à quelqu'un récemment dans un supermarché à New York qui a moyennement apprécié, ça m'a fait rigoler. Mais enfin bon, ça, après, il a trouvé ça très, très, très désagréable. Mais bon, ça, c'est mon petit jeu à moi. Dans un quartier d'ailleurs très, très à gauche. Et donc, donc voilà, donc ils sont allés voir les fermiers d'avocats, ils leur ont pas donné le choix. Ils ont dit on prend le contrôle, on vous paye, vous produisez tout ça, mais si vous dites non, donc les mecs ils ont dit ok, voilà. D'accord. Ouais. Donc c'est de l'intimidation en quelque sorte. C'est plus que de l'intimidation, c'est vraiment, c'est si on fait pas, ils peuvent Ouais. tuer ta famille sans hésiter, il n'y a pas de souci. Ok, eh bien, changeons un peu de pays. On a beaucoup parlé du Costa Rica. Euh, il ne nous aura pas échappé qu'il se passe quelque chose d'assez important au Pérou sur les dernières semaines. Malheureusement, en France, on n'en entend absolument pas parler, mais il faut savoir quand même que la population des campagnes s'est révoltée et a envahi, entre guillemets, la capitale. Alors, tu nous en parleras, je pense, beaucoup mieux que moi. Mais bon, le Pérou, qui est quand même un État gangréné historiquement par la drogue, et on en a parlé d'ailleurs en début d'entretien, euh, penses-tu que la situation actuelle au Pérou, déjà d'une, va dégénérer, et de deux, n'est-elle qu'un effet de bord d'une profonde envie de changer les choses en Amérique latine? Bah, le Pérou est un pays qui est resté très indigène, beaucoup plus que l'Argentine. Donc il y a ce rapport historique au passé inca de ces gens-là. Donc ça, chez ces gens-là, c'est resté très présent, et à juste titre d'ailleurs, de leur culture, de leur passé, et comment elle va pouvoir se projeter dans le futur. Le Pérou, là-dessus, a jamais vraiment, à mon avis, je ne suis pas un spécialiste du Pérou, d'ailleurs, je n'y suis pas encore allé, mais j'étais à la frontière avec l'Équateur il y a quelques mois, donc je connais bien la situation de la drogue, moins le côté politique, mais de ce que je comprends, c'est que ces effets historiques sont restés très puissants chez ces peuples des campagnes qui sont les descendants de ce passé assez fascinant, on va dire. Et c'est vrai qu'ils ont été beaucoup mis de côté pour des raisons économiques, culturelles, sociales. Bon, ça, c'est assez typique de l'Amérique latine. On le voit au Mexique. Hein, les gens qui font les travaux manuels sont souvent les, les gens du Chiapas. Donc, ce qui reste des Aztèques et des Mayas, hein, ce sont ces gens-là. Donc, eux n'ont jamais vraiment pu participer au développement. C'est un peu pareil au Pérou. Donc, donc il y a ce problème-là. Il y a aussi dans le problème de la drogue, c'est un énorme producteur de cocaïne. Alors, la coca est une production traditionnelle. Hein, ça il la mâche, ça a plusieurs milliers d'années. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Alors leur faire retirer, c'est problématique. Après, évidemment, ça dépend ce qu'on en fait. Alors évidemment, elle est retraitée, elle est faite en cocaïne pure, et puis après, elle est coupée au Venezuela, Colombie, Équateur, tout ça, puis vers les États-Unis. Mais donc il y a cette ligne compliquée à gérer entre la tradition et puis la consommation moderne des drogues illicites. Donc est-ce que la situation va s'empirer? Bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup.
C'est possible, ou peut-être qu'ils vont leur donner quelques miettes de pain pour qu'ils se calment. Est-ce que ça va marcher? Apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant. Ils avaient élu quelqu'un qui était plutôt proche d'eux, ça s'est mal passé. Donc, c'est des pays qui n'ont jamais vraiment digéré une partie de leur passé, donc elles restent coincées un peu dans ces carcans-là. Et on voit le résultat aujourd'hui. C'est ce que je dirais sur le Pérou. Ok, d'accord. Donc, justement, par rapport à ça, il y a une question qui me tient quand même assez à cœur. Euh, Y a-t-il en Amérique latine une figure charismatique ou un leader particulier qui pourrait rassembler les peuples, ou en tout cas le peuple à l'échelle locale, notamment le Pérou, hein, par exemple? Y a-t-il une sorte de héros qui pourrait euh, faire changer les choses réellement, qui pourrait mener les troupes et réellement faire changer les mentalités, ou on parlait du Mexique, renverser carrément le pont de liaison avec les États-Unis? Je pense qu'il y a un des grands malaises du monde moderne, enfin le monde, on va dire, depuis la Seconde Guerre mondiale, pour faire simple, c'est le fait que déjà, il était rare dans l'histoire des hommes qu'il y ait un grand homme d'État. C'est un truc qui arrive une fois tous les 100 ans. Charles de Gaulle, ça arrive quasiment jamais. Un Saint-Louis ou un Churchill, enfin bon, je prends les exemples, c'est assez facile. Ou quelqu'un comme Eisenhower ou Marshall, des grands hommes d'histoire. C'est très rare. Bon, alors, d'une certaine manière, on a Poutine aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais ça reste une grande figure historique et à bon escient pour les Russes, ou Xi pour les Chinois. L'Occident est incapable, de créer des grands hommes. Ça, c'est fini. Pour l'instant, en tout cas. À mon avis, il faudra une grande crise militaire ou autre pour que quelqu'un sorte du lot. Je pense que ça va se passer comme ça. Et je pense que c'est un peu la même chose pour l'Amérique latine. Moins, parce que l'Amérique latine reste quand même assez patriote. Hein, il y a les Américains du Sud aiment quand même énormément ce qu'ils sont, beaucoup Oui, plus justement. parce que les Occidentaux, eux, se détestent eux-mêmes de plus en plus. Alors, il y a encore une possibilité, même si leurs chiffres démographiques sont absolument catastrophiques. Hein, ils arrivent en hiver démographique total, comme en Occident, pour beaucoup d'entre eux. À part l'exception, c'est Haïti. Bon, Haïti, c'est un cas à part. Donc, est-ce que leur société sera capable de sécréter un grand homme d'État? On le verra. Le Brésil n'en est pas capable pour l'instant. Ils ont réélu Lula. Bon, le pays sera mieux. On verra. Moi, je ne crois pas trop, mais bon, Lula est un grand corrompu quand même. Oui, Et il ne effectivement. représente qu'une partie de sa population. Hein, il ne représente pas l'autre. Mm. L'autre qui aimait Bolsonaro. Donc, tout reste très divisé. Donc, pour Mais retrouver un... autre qu'un homme d'État, y a-t-il une sorte de nouveau Tché? Alors le Tché, évidemment, ne fut qu'un effet très relatif, hein, il n'a rien changé en soi. Mais Non. y a-t-il une sorte de révolutionnaire comme lui qui, doté d'un charisme, il faut le dire, d'un charisme, saurait rameuter, oui, les troupes, saurait mener une sorte d'armée civile à la reconquête des intérêts nationaux et à la conquête surtout aussi du marché de la drogue qui fait pourrir en réalité la politique d'un pays. Oui, la drogue pourrit tout ce qu'elle touche, ça c'est sûr. Oui. Les hommes comme leurs institutions. Je répondrai à cette question de manière un peu différente. Je dirais que si il est très difficile dans le monde moderne d'aujourd'hui de sécréter de grands hommes d'État, de grands hommes d'histoire, c'est en partie parce que il suffit pas d'avoir accès aux réseaux sociaux ou de se gonfler à bloc par rapport à ça. Il faut aussi avoir quelqu'un qui, à mon avis, est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Alors, je ne parle pas souffert à son quotidien, je parle souffert dans le sens anthropologique. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a fait la guerre ou quelqu'un qui a vu les horreurs du monde, quelqu'un qui s'est imprégné d'histoire tragique, hein, je m'entends bien. Et c'est ça que l'Amérique latine, que tous les pays ont besoin. Et Poutine est ça d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui a vécu très personnellement la chute de l'Union soviétique 2 fois,
qui a failli tuer à Berlin quand il était au consulat. C'est quelqu'un qui a vécu ces grands moments d'histoire dans son corps. C'est ça qu'il nous faut, c'est ça que l'Amérique latine a besoin pour que quelqu'un émerge. Je pense que c'est le seul moyen. Est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. Si je pense, je m'étends un peu, mais si je pense à l'Europe, est-ce que ça arrivera en Europe? La réponse est non. En tout cas, pas pour l'instant. Et il sera peut-être trop tard quand cette personne arrivera. Ou si le changement arrivera, il sera tellement violent que ça arrivera à un prix. Le coût du sang sera très élevé. Parce que l'harmonie se passera comme ça, personnellement. L'Amérique latine, elle n'a pas besoin encore vraiment de passer par là. Elle devrait pouvoir s'unir et elle devrait pouvoir gérer ses problèmes. L'Amérique latine a tout pour réussir. Elle a les gens, elle a l'éducation, elle a les ressources naturelles, elle a une position géographique intéressante, Pacifique, Atlantique. Elle a tout. Est-ce qu'elle décidera de se purger elle-même, comme je dis? Ça, c'est une autre question. Ok, changeons de continent. On parlait de Poutine il y a quelques secondes. Toi qui as couvert l'épisode en Ukraine en 2014, était-ce prévisible, selon toi, que un conflit se généralise à ce point comme celui que l'on a aujourd'hui? Alors, la guerre en Ukraine, je l'ai couvert. J'y suis allé 9 fois entre 2014 et 2022. J'ai été la dernière fois en mars-avril 2022. J'ai fait partie de ceux qui se sont trompés et qui ne pensaient pas que Poutine allait le faire. Et pourtant, j'ai toujours dit que, que l'histoire bégaye et qu'elle nous surprend toujours, et j'ai été surpris. Donc ça, c'est pour mon erreur personnelle. Et pourquoi? Je sais pas. Je pense que en partie parce que Poutine est toujours un très fin stratège, il est très délicat dans ce qu'il fait. Et là, il a montré un côté beaucoup plus violent. Sa main était beaucoup plus lourde. Il a fait une invasion, on va dire, classique. Le nombre de morts, des deux côtés, sont absolument faramineux. Donc, destruction aussi. Donc là, on est vraiment dans le très lourd militaire, dans la densité militaire. Donc, je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Après, tout est possible. Hein. Là, on se dirige vers la guerre contre les Russes. On l'est déjà, d'ailleurs, par procuration. Oui. Donc, est-ce qu'on pourra passer à l'étape, est-ce qu'on passera à l'étape supérieure? Je noterai que beaucoup de gens qui sont anti-russes et pour aller défoncer la gueule aux Ukrainiens et aux Russes, ils ont qu'à y aller. Alors, comment ça se passe? On en reparlera. Donc, les gens devraient se calmer. C'est ce que je dis tous les jours en ce qui concerne ce conflit. Car est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller risquer une guerre nucléaire pour l'Ukraine? La réponse est non. Et que les premiers à disparaître seront les Ukrainiens. Donc, eux aussi devraient penser à peut-être négocier avec les Russes maintenant, qui ne récupèrent pas le territoire qu'ils ont perdu, ça c'est sûr. Et je pense que la stratégie russe, qui est une stratégie très basique, mais qui fonctionne, qu'il s'agit de saigner à blanc l'armée ukrainienne, ce qu'elles arrivent à faire. Les hommes ukrainiens, il n'y en aura plus assez. Et qu'est-ce que les Ukrainiens vont faire? Ils sont en hiver démographique total. Donc là, ça va précipiter leur déclin démographique, donc leur sortie de l'histoire, parce que quand on n'a plus de démographie, on est mort. Ça, c'est une règle pour tout le monde. Et ça aura toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Je crois que le nombre d'enfants par femme est à 1,3, 1,4, par là. Enfin bon, c'est très dur à remonter, quasiment impossible. Et là, ils viennent de perdre, selon Jacques Sapir, 200 000 hommes. C'est des gens qui n'auront pas d'enfants, pour beaucoup d'entre eux. Ces enfants-là n'auront pas d'enfants, et ainsi de suite. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Donc c'est non. La position de l'Occident est absolument infâme et à vomir. Non seulement on demande aux autres de faire la guerre parce qu'on n'a même pas le courage de la faire, et ça c'est d'une lâcheté confondante, parce que l'Occident n'a pas toujours été comme ça. Au moins quand elle décidait de faire la guerre, elle la faisait, elle envoyait ses propres hommes, et ça se respecte. Et là, donc quand on voit Macron faire le guignol, envoyer des armes que maintenant on n'a plus en France. Si on avait une guerre demain, on se battrait avec des cuillères et des fourchettes, bien joué. Et en plus de ça, ça tout le monde le sait, quand on est le petit frère demeuré des États-Unis, on suit tout aux ordres pour être lâché comme d'habitude par les Américains derrière, on continue à le faire.
Si les Français, ceux qui ont voté pour lui, ne pensent pas que ça c'est un problème, je suis désolé pour eux. Donc il y a un moment, il va falloir arrêter les pots cassés et de redevenir intelligent. Et ça, pour trouver un homme d'État qui reprenne la France en main, cette personne n'existe pas encore, ou peut-être qu'elle est née, j'en sais rien. Ce ne sera pas Mélenchon, ça c'est sûr. Ce ne sera pas Marine Le Pen, ça c'est certain. Et ce ne sera sûrement pas Zemmour et tous les autres qui l'ont suivi derrière. Donc ces gens-là suivront comme toujours, et ça se terminera là. Donc voilà ce que je dis sur la guerre en Ukraine. Je me fais pas mal d'ennemis avec ça d'ailleurs dans les médias, mais ça m'est égal, car au fond, celui qui paye le prix cassé, c'est le pauvre soldat ukrainien qu'on envoie au casse-pipe pour rien, et il se bat très courageusement pour une cause perdue, et c'est très triste. D'accord, eh bien, on parlait de France il y a quelques secondes, encore une fois. Il y a récemment eu la découverte d'un labo dans le nord de la France, je ne sais plus exactement où, mais d'un labo de cocaïne avec des Mexicains à l'intérieur, je crois. Penses-tu qu'on assiste à une balkanisation, comme dit Pierre-Yves, ou à une miamisation, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi? Est-ce que la France devient comme Miami, à être envahie par la drogue, même sur son territoire? Alors, le Miami d'aujourd'hui n'est pas le Miami des années 80. Le Miami d'aujourd'hui a été... Les Américains ont beaucoup nettoyé. Alors, il y a un grand problème avec le port de Miami que je connais, que j'ai visité récemment, avec les gardes côtiers. Donc, il y a beaucoup de corruption là, la drogue passe beaucoup par là, c'est vrai. Mais la plupart passent plutôt par la Californie, Texas, soit la frontière terrestre aussi beaucoup. Donc, c'est un peu plus dilué que ça. Est-ce qu'il y a une consommation de drogue énorme en Floride? Oui. C'est un milieu très festif, surtout le sud de la Floride. Donc la cocaïne est un produit qui est très populaire dans les classes aisées, moins aisées de la société, où tout le monde en fait. Beaucoup de gens en tout cas. Donc la comparaison est problématique. Je pense que le fait que maintenant vous commencez à avoir des membres de cartels mexicains en Europe, ça prouve à quel point ils ont le bras long et comment ils sont organisés. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, l'État français a peut-être quelques conseils à leur demander quand il s'agit d'organisation. Peut-être qu'ils apprendraient quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est impressionnant et c'est très problématique. Et je vous garantis que les Européens ne feront rien. Ces gens-là, déjà, qu'est-ce qu'ils foutent en Europe? Ils sont arrivés comment? Ils sont arrivés légalement? On n'a pas checké qui ils sont? Bon, ok. Très bien. De toute manière, cette zone de l'Europe quand on va sur l'autoroute entre Verdun et on va vers la Belgique, tout ça, on voit les dealers, hein, tous des Marocains qui vendent ce que vous voulez. Pourquoi ces gens ne sont pas arrêtés? Bon, ils font ce qu'ils veulent, bah, très bien. Donc après, il ne va pas falloir se plaindre, dans 5 ans ou 10 ans, il y aura des zones qui seront entièrement tenues, comme vous l'avez déjà en France, dans les quartiers nord de Paris, entièrement tenues par la drogue, et on sait maintenant que l'État français n'y touche pas, en partie parce qu'elle n'a pas de courage, bon, ça on le sait, mais aussi parce que si elle s'en prenait à eux et elle s'en débarrassait, ce qu'elle pourrait faire sans problème, toute l'économie de ces zones-là serait complètement détruite. Ces quartiers vivent de quoi? Ils vivent de la drogue, ils ne vivent pas d'autre chose, puis des subventions, de vos impôts. Et pas des miens, je vous rassure. Et enfin bon, moi j'en paye aussi beaucoup aux États-Unis pour des conneries, donc ça, on est tous à bonne école. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils le font pas. Ces gens-là, ces Marocains qui vendent de la drogue et qui participent à ce déclin, pourquoi ces gens-là sont pas renvoyés au Maroc? Ils sont binationaux, tous. Hein, quand on a des grands-parents marocains, algériens, tout ça, on est forcément binationaux, c'est la loi de ces pays-là. On ne peut pas se délester de son passeport, c'est pas possible. Pourquoi ces gens-là ne sont pas renvoyés? Je ne comprends pas. Donc on les laisse faire ça très bien. C'est comme un cancer. Donc maintenant, le cancer est tellement développé qu'il est inopérable. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, personnellement, j'en suis devenu un peu cynique. Je ne vois pas très bien comment être autrement.
Mis à part que, en effet, s'il n'y avait pas de consommation, il n'y aurait pas de business, et que les Européens qui se droguent beaucoup, tout ça, il y en a énormément, devraient aussi penser à ça. Faut penser à... C'est ce que je dis souvent aux gens qui sont pas d'accord avec moi. Je dis, faut pas être aussi dur que tu l'es. Je dis, mais pense à comment la drogue a été faite, produite, transportée, jusqu'à tes narines. Réfléchis à ça. Et il y a suffisamment d'articles et des gens comme moi dans le monde qui parlent de ça de manière très bien, qui te donnent tous tous les détails et qui te disent comment on en est arrivé là et le nombre de gens qui sont morts pour tes conneries. Peut-être que tu arrêterais de t'en mettre plein le nez ou te piquer et ainsi de suite. Ok? On peut être jeune et se droguer, tout ça, je peux comprendre, on a tous fait ça, on essaie, tout ça, mais à un moment, il faut arrêter et il faut passer à autre chose. Ça s'appelle grandir et devenir adulte. Je pense que les gens devraient réfléchir à 2 fois ce que ça coûte en hommes, en famille, en femmes violées, en enfants qui ont disparu, en familles détruites, parce que monsieur ou madame avait envie de s'amuser ce soir-là. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. D'accord, et j'aurais dû la poser en premier cette question, mais quelle est à quel point la France est-elle touchée par la consommation de cocaïne en l'occurrence, ou s'il y en a d'autres qui prennent le pas? Voilà, à quel point est-on lié, sommes-nous liés, pardon, à la consommation de narcoproduits, quoi. Alors, c'est évident, c'est pas que la cocaïne, c'est tous les produits des amphétamines, hein, dérivés, les opioïdes, tout Ouais. ça. Donc, tous ces produits, donc, la liste est longue. Hein. Puis, évidemment, comme on avait parlé la dernière fois, les grands groupes pharmaceutiques, qui eux aussi ont largement contribué à la destruction de leur population. Mmh. Pas que, il y a des médicaments qui sauvent. Hein. Je dis pas que tout ce qu'ils font, c'est pas bien, mais Adderall, Xanax, ces trucs-là qu'on a donnés à des enfants. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus. On peut faire un Ouais. truc séparé là-dessus si vous voulez un autre jour. Mais la France est une énorme consommatrice de cocaïne, mais depuis des années, hein, depuis les années 80, dans le milieu publicitaire, il fallait les voir, ils faisaient tous leur ligne de coke sur leur bureau. Ça, j'en connaissais d'ailleurs, les amis de la famille qui faisaient ça. Donc c'était rigolo dans les années 80 parce que c'était surtout des milieux particuliers. Maintenant, c'est partout. C'est assez étalé. Les cartels ont très bien compris que les addicts à la drogue, c'est pas que les Américains, mais les Européens occidentaux aussi. Donc autant étendre leur bras commercial et d'un certain point de vue militaire, parce que ces gens-là qui arrivent en Europe pour étendre leur commerce de la drogue ont déjà établi des contacts avec les différents réseaux criminels que vous avez dans les banlieues nord-africains en particulier, marocains, algériens, tout ça, qui commercent la drogue depuis pas mal d'années, dans le 93 ou même à Marseille. Enfin, tout ça, c'est déjà mis en place. Les contacts, les rapports, tout ça a déjà été fait. Les autorités, tout le monde le sait, hein, je dis rien d'anodin. C'est comme ça. L'Union européenne, l'État français ou hollandais, espagnol ne feront absolument que très peu de choses. En tout cas, pas suffisamment pour changer quoi que ce soit. Et évidemment, ça va continuer à empirer et que si le fentanyl a marché aux États-Unis, il n'y a aucune raison qu'il ne marche pas en Europe. Et que si ça continue comme ça, ma prédiction est vous aurez une explosion d'overdose. Là, vous en avez très peu. Je crois que l'année dernière, pour toute l'Union européenne, c'était 6500 morts. On compare aux États-Unis, c'est rien, mais ça ne m'étonnerait pas que les choses doublent, triplent assez rapidement. Mort d'overdose ou mort de d'autres? Overdose de drogue, overdose en général. D'accord, ouais. Ok, d'accord. Bon, on a encore quelques années devant nous alors. Mais c'est intéressant de voir à quel point l'impérialisme économique, en tout cas la mondialisation, favorise même ce genre d'industrie. À quel point on arrive à conquérir des pays à ce point-là. Il est très difficile pour les autorités douanières de vérifier tous les containers. C'est pas possible. Donc, je crois qu'au mieux des cas, généralement, ils font du 20%. Et dans ces 20%, ils trouvent toujours quelque chose. Mais c'est probablement au mieux, et à mon avis, le chiffre est erroné. Les autorités
occidentale dans différents pays trouve jusqu'à 20% par année des produits illicites qui traversent en frontière, c'est tout. Ah oui. Malgré ça, Mm. et c'est probablement 15, à peu près, peut-être 12, c'est pas trop, malgré ça, le profit est tellement énorme que même à 20% de perte, ils font un profit énorme. On estime que les cartels mexicains, on n'en sait rien. Le chiffre officiel qui est avancé, qui m'a l'air un peu raisonnable, c'est 40 milliards de dollars de, 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 de profit tous les ans, juste pour les cartels mexicains. Et il y a 2 sénateurs américains, dont une californienne, qui a avancé jusqu'à 400 milliards tous les ans de ce que rapporte la drogue dans les Amériques. 400 milliards. Donc on ne sait pas. D'accord. On comprend comment ils font pour parvenir à leur fin, notamment au niveau de la corruption, effectivement. Il y a tellement de cash que bon, Oui. tu peux pas arroser tout le monde. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Quelques questions du public maintenant, donc je me répète, hein, si jamais vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Je vais en poser deux de Chris973. Et pendant ce temps-là, si jamais vous avez une question, eh bien, posez-la, je suis sur le chat. Je la prendrai. Donc, en premier, toujours hein, répondre dans les limites de Twitch, la CIA est-elle le premier fournisseur de drogue aux États-Unis? Non, ça c'est faux. J'ai déjà entendu ce commentaire. Alors, avec un bémol quand même, pour répondre à ce monsieur, c'est que il a été un point de vue stratégique américain de laisser pourrir les situations dans certains pays d'Amérique latine, a dit de différentes manières, soit par la drogue, soit par des guerres civiles comme le Salvador, l'Amérique centrale, ces choses-là, dans la mesure où, donc ça c'est des idées très néoconservatrices, hein, c'est des idées qui datent des années 50, hein, si ma mémoire est bonne, où le néoconservatisme prend vraiment le pouvoir sur l'idéologie géopolitique américaine, là où elle se sépare du vrai conservatisme américain, de laisser pourrir les situations dans certains pays en utilisant la drogue, pas forcément en la vendant dans le sens énorme du terme, c'est plus en laissant pourrir, en laissant des groupes criminels s'installer, qui seraient en compétition avec les États et qui laisseraient des États je ne sais pas si on dit en français, imbalanced, qui n'arriveraient pas à se positionner. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Ça, on le sait, c'est pas un secret. Est-ce que la CIA achète de la drogue pour encarter des gens? Oui, ça, la police le fait. Ça, c'est une stratégie assez vieille. Coincer les gens comme ça, les informants, ces choses comme ça, oui. Mais ça, c'est à des biens positifs. C'est pour arrêter les mecs et les mettre en prison. Donc ça, oui. Mais est-ce qu'il y a un grand système, une conspiration où certains groupes fédéraux vendent de la drogue à autrui? Ça n'a jamais été prouvé. Donc là-dessus, je n'en sais rien. Et de ce que je comprends, c'est très discutable. Voilà. D'accord, alors une autre question qui est un peu en lien aussi, je ne sais plus si c'est Chris qui l'a posé, mais est-ce que c'est vrai que la CIA a effectivement favorisé cette industrie pour se libérer du cash, pour l'investir au Vietnam notamment? J'ai entendu cet argument aussi. Alors, c'est compliqué, on ne sait pas trop. On dit qu'à la fin de la guerre du Vietnam, plus d'un quart de soldats américains se droguaient de manière régulière. De l'héroïne, beaucoup. Donc ça a détruit une partie de l'armée américaine, ça c'est sûr. Je pense pas que ça a été voulu par l'État fédéral américain de pourrir sa propre armée avec la drogue. Je pense que ça a été un effet presque automatique, un peu de la même mesure que, par exemple, il y a 400 000 soldats russes qui sont revenus héroïnomanes de la guerre d'Afghanistan dans les années 80. 400 000. Donc des dizaines de milliers qui sont devenus complètement fous, beaucoup sont morts, tout ça. C'était pas voulu par les autorités soviétiques de l'époque, c'est juste la drogue était là. Donc les gens se sont drogués. Et quand on a affaire à la guerre ou aux horreurs de la guerre, certains choisissent un échappatoire. Pardon. Donc là-dessus, je ne sais pas, j'ai pas de réponse, donc désolé pour ce monsieur. Mais j'ai déjà entendu ça, donc je dirais juste,
faire très attention à ce genre de théorie qui pourrait être vrai sur certains aspects, mais qui n'est sûrement pas vrai de manière générale. Donc je pense qu'il faut voir vraiment dans les détails plus qu'en généralité. D'accord, eh bien, super. Autre question de Chris, enfin question, c'est plutôt une affirmation ou une phrase déclarative, mais je vais la tourner comme une question. Est-ce vrai, as-tu déjà entendu parler du fait que en Guyane, les cartels ou les organisations achètent des passeurs qui avalent des ballotins de drogue pour entrer en France? Alors, je connais pas très bien la Guyane. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Si il y en a qui décident d'avaler la drogue sous plastique pour aller en Europe, tout ça, ça se fait. Mais à mon avis, c'est ultra minoritaire parce que si on veut déplacer du volume, donc faire vraiment de l'argent, parce que c'est leur but, c'est pas comme ça qu'on le fait. On peut, peut-être qu'il y a quelques cas comme ça. Par exemple, il y a des cas de type qui ont décidé de faire ça pour se faire 10, 15, 10 000 dollars, un coup comme ça. Donc ça se fait, oui, et puis on se fait attraper ou pas. C'est un petit bonheur la chance un peu. Donc c'est pas du tout une généralité, car ça n'a pas de sens économiquement. Et que si on veut faire vraiment de l'argent, on le fait dans les containers, les bateaux et tout comme ça. Là, oui. Là, c'est comme ça que ça se passe, ou les voies terrestres, mais pas comme ça. Donc non. D'accord, ben, d'accord. Euh, pour autre question de Séphira, est-ce que les reporters de guerre sont très idéologisés? Bah, les médias le sont en général. Donc oui, beaucoup, surtout les jeunes. Bon, moi, j'ai 44 ans, je suis encore considéré jeune, je sais pas. Euh, les, les amis que j'ai qui sont dans la profession, c'est souvent des gens qui ont 50, 60, 70 ans. Moi, je suis plus dans la génération d'avant et deux générations d'avant. Eux le sont beaucoup moins, et donc, d'ailleurs, leur qualité de travail se voit. Dans la nouvelle génération, c'est moins clair, ils sont beaucoup plus idéologisés, l'idéologie est beaucoup plus présente dans leur travail. Je pense que c'est une erreur. On fait un travail de photographe ou de journaliste parce que l'histoire vous intéresse, très bien. Mm. Mais ces impressions personnelles d'idéologie n'influencent pas ma photographie. Je ne juge pas quand je travaille. Après, j'ai mes idées, je les expose là pour montrer aux gens le merdier dans lequel on est. C'est tout. Après, il y a des solutions, tout ça, très bien, on peut en discuter. Mais je pense qu'en effet, les jeunes générations de photographes sont très idéologisées, ça les rend assez désagréables d'ailleurs, pour certains d'entre eux. On l'a beaucoup vu en Ukraine, malheureusement. Donc, puis ça représente une certaine prétention que beaucoup ne méritent pas, et que être humble de manière générale est une qualité et qu'on trouve rarement aujourd'hui, malheureusement. Donc la réponse est celle-ci, donc c'est dommage. Ouais. Et autre question de Séphira, qui remonte justement au début de notre entretien. Est-ce que la criminalité à Chicago a influencé ton choix de devenir reporter ou en tout cas de partir à l'étranger? C'est une très bonne question, la réponse est non. Car c'est vrai que Chicago a toujours été une ville pourrie, corrompue. Hein. On le voit encore aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs. Al Capone a fait ses dents là-bas. Enfin bon, c'est pas par hasard, il y a une mini historique à Chicago. Et quand on y était, c'est vrai, on allait dans les mauvais quartiers de ça. Donc ça, c'était un peu pour l'excitation de la chose, mais on avait 20 ans. Enfin, bref. Mais c'est pas pour cette raison. Je suis allé à Chicago parce que je suis allé dans une excellente université. C'est pour ça que je suis allé à Chicago. Si elle avait été dans une autre ville, je serais allé dans une autre ville. Donc c'était plus l'université. Ça a été mon choix. Mais d'ailleurs, j'ai jamais travaillé à Chicago, donc c'est pas une ville sur laquelle j'ai photographié, et, en tout cas pour l'instant. Ok, très bien. Eh bien, c'était la dernière question du public. Euh, Ma dernière question à moi sera la suivante et j'aimerais aussi euh, qu'en fin d'émission, c'est-à-dire après ma question, on fasse défiler des photos à l'image et que tu les commentes si tu as quelque chose à dire de particulier dessus aussi. D'accord.
Mais ma question avant ça est la suivante. Attends, je vois une question de Séphira. Voit-on sur place des mouvements civiques contre la drogue? Alors, mouvement, non. Cette personne et moi, on a la même compréhension du mouvement, mais les Américains ont quelque chose d'assez extraordinaire qu'ont pas les Européens, c'est de s'organiser entre eux, en petits comités, en petits groupes, hein, ce qu'on appelle la démocratie locale, en fait. Oui. Et là-dessus, ils sont encore très forts. Et donc, il y a beaucoup d'organisations partout dans le pays. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers contre la drogue, contre le fentanyl, contre les meurtres, contre si c'est souvent des familles qui ont souffert de ça et qui se sont organisées, j'en connais pas mal, qui s'organisent entre elles. Donc, c'est pas un mouvement politique, c'est vraiment plus une réaction. Tu as par exemple beaucoup dans les quartiers noirs américains, des familles qui se sont organisées quand un enfant a été tué ou les choses où il y a un rapport à un gang, criminalité, drogue, tout ça. Et donc, il y a ça. D'accord, eh bien, ça, c'était la dernière question du public. Ma dernière question à moi était une question très large, hein. Parle-nous de ton livre. Voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Alors, j'ai écrit ce livre qui est sorti en 2017 et l'éditeur c'est Simon & Schuster à New York. Et c'est un livre qui traite essentiellement de ce qui m'est arrivé en Syrie, parce que je suis ancien otage en Syrie, mais pas seulement que ça. Donc ça, c'est un peu le nucléus du livre, mais plus sur aussi certaines expériences de guerre que j'ai eues. Et le dernier chapitre est une prédiction de la situation en Europe et de ce qui va se passer. Donc ça, c'est plus politique. Mais le reste est plus le côté de la vie du photographe de guerre ou par rapport à des expériences très spécifiques de bataille ou de choses que j'ai couvertes avec les années. Voilà. Et la Syrie, le kidnapping étant le centre du bouquin. D'accord, parfait. Donc je vais laisser la régie défiler quelques questions. Et si tu as quelques remarques à faire sur le lieu, le contexte, etc. de chaque image, eh bien je te laisserai l'expliquer. Donc voilà, la première image arrive à l'écran. Alors ça, c'est une vieille photo qui date de 2012. C'était en Arizona, à la frontière mexicaine, dans une ville assez dangereuse qui s'appelle Nogales. Et ça, c'est avec les unités de ICE, qui sont des unités de police en civil, très spécialisées contre tout ce qui est drogue, criminalité, ça. Donc c'est un peu une police fédérale d'élite. Je passais plusieurs semaines avec eux, c'est très intéressant. Et là, ils sont dans la chambre d'un gamin qui est accusé de vente de drogue. Donc là, il cherche la drogue dans sa chambre. C'est un gamin d'une quinzaine d'années. D'accord, Je vais prochaine, faire défiler des photos et tu peux m'arrêter dès que tu prochaine photo, oui. D'accord. Donc ça, c'est un membre d'un gang à Haïti. C'était à Cité Soleil, c'était un gang ultra violent. J'avais passé du temps avec eux. Et il se rasait, en fait. Et je passais devant lui. Il m'a pas vu. J'ai pris la photo parce qu'il avait le miroir devant le visage. Mais ça, c'était à Cité Soleil, à Port-au-Prince. Ça aussi, c'est des gangs à Cité Soleil. Le mec, il charge ses armes. Ils se battent pas mal entre eux. C'est très violent. Et au fond, il y a évidemment des familles qui habitent dans ces quartiers-là. Et ça, c'est un autre membre d'un autre gang qui se montre pour ma caméra avec une petite fille. Mais ça, c'était à Port-au-Prince aussi. Ça, c'est un autre membre d'un gang qui se cachait, en fait. C'était dans il y avait je pensais qu'il y avait des gens qui passaient à côté. En fait, ça, c'était un garage. Il travaillait comme garagiste aussi. Il était armé. Et il écoutait, en fait, ce qui se disait de l'autre côté de la porte. Mais pendant qu'on change un peu de place, enfin de lieu de prise de photographie, comment on peut expliquer que ces cartels, ces organisations, te laissent prendre des photos d'eux comme ça, à visage découvert, en train de se cacher? Bah, ça dépend. Il y en a qui acceptent, d'autres pas. Il y en a qui. Après, il y a une question d'ego. Ça dépend. Mais il y a certains cartels mexicains qui acceptent entièrement d'être photographiés à visage couvert. Ça se fait. Sinaloa en particulier.
Ça, c'est des photos d'addicts, beaucoup. Ça, c'est au sud des États-Unis, dans les quartiers très pauvres, où tu as beaucoup d'addictions. C'était un addict. On était sur la tombe de son père. C'est toujours des histoires très tristes. Hein. C'est assez dur. Ça, c'était à Birmingham, en Alabama. Ils ont des problèmes de drogue partout. Ça, c'était dans une autre petite ville. Ça, c'est une prison fédérale. J'ai pris en photo parce que l'immeuble était assez intéressant. Et ça, c'était à Pensacola, c'était au nord de la Floride. Ça, c'est une ancienne droguée à Rio, dans les favelles. C'était sa famille. Et elle s'était reconvertie. Ça, c'est dans des quartiers de drogue. C'était un prêtre qui venait pour lever un peu le moral des gens. Il faisait des prières avec eux. C'est dans les quartiers difficiles de Rio, ça. Ça, c'est un type qui avait été flingué pendant une bataille de rue entre la police et des gangs criminels. Et il s'est pris, ça c'est sa famille, il s'est pris une balle, il est mort sur le coup. C'était un accident, et comme il rafale pas mal, c'est des endroits très denses, et beaucoup de population, t'as souvent des civils qui se font tuer ou blesser quand ça arrive. Ah, c'est une ancienne droguée, c'était chez elle, elle était très gentille d'ailleurs, et elle avait décidé d'arrêter, donc c'était une histoire plutôt positive. Eh Elle, bien, c'était une mule, elle apportait la drogue pour les dealers. je pense qu'on va pouvoir arrêter dessus. Enfin, on va pas faire toutes les photos. Non, il y a encore quelques-unes, Ouais. on peut continuer. Ça, il y a tellement de morts à cause de ça qu'ils préparent déjà les tombes à l'avance. Ça, c'était au Brésil, ça. Ça, c'est pour une opération avec la police militaire. C'était à Rio, ça. C'était assez dangereux parce que souvent, ils se tirent dessus. Ça, c'était en Équateur. Il y avait des drogues qui étaient collées sous la coque d'un énorme tanker. C'était à Guayaquil. Ça, c'est dans une autre opération, ils ont arrêté un dealer qui est récidiviste, d'ailleurs dans une zone très dangereuse, un peu à l'écart de la ville, aussi à Guayaquil. Ça, c'est un dealer qu'ils avaient arrêté. Toujours en Équateur, ça aussi. Ça, c'est pendant il se battait, donc il se tirait dessus, il poursuivait des dealers. Et comment tu fais pour être là au pire moment? Ah ouais, de la chance, mais aussi, voilà, j'étais directement connecté avec eux. Je travaillais avec ces unités, ces unités spéciales qui se spécialisent contre les gangs. Et ça, ils avaient trouvé plusieurs centaines de kilos de cocaïne, qui venait du Pérou d'ailleurs. Ça, c'est dans les zones tenues par les gangs à Port-au-Prince. Ça, pareil, tout ça, ça, c'est pendant une bagarre à Rio. Ça, ils cherchaient un type. Mais bon, j'ai beaucoup plus de photos de pays. Ça, c'est celles que j'ai mis. Ça, c'est des consommateurs. Ça, c'est au Brésil. Ça, c'est des trans qui sont dans la prostitution et la drogue, la cocaïne essentiellement. Voilà, Et bon, ça, pendant que les photos vont défiler à l'écran, donc si vous avez envie de suivre le travail de Jonathan, de le soutenir en achetant son livre, ou tout simplement de voir les photos, elles sont sur son site, vous pouvez le voir à l'écran, en haut de Eh bien la voilà, barre de recherche. on a fait le tour de toutes les photos qui étaient dans la catégorie du site internet Drug Wars. Voilà, donc Bravo. si vous voulez soutenir Jonathan, eh bien n'hésitez pas. Allez sur son site internet, achetez son livre. Merci. Je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus. Jonathan, as-tu un dernier mot de la fin? généralement, je dirais que c'est important de s'informer correctement. Il y a tellement de conneries, pas partout, il faut bien choisir. Le cercle Aristote sert beaucoup à ça, d'avoir des gens de qualité qui essaient de faire le travail, mais aussi il faut pas mettre la tête dans le sable, il faut affronter les choses quand elles arrivent, car on vit dans un monde de plus en plus dangereux, de plus en plus fracturé,
Et c'est à ce moment-là où il va falloir se souder, que ce soit pour des raisons familiales ou entre amis ou entre les gens qui pensent comme nous, on va dire. Donc, je pense que c'est ça, la morale de cette histoire, c'est qu'on vit un monde de plus en plus dangereux. Je pense qu'on n'en est qu'au début et que ça va être bien pire dans les années qui arrivent. Et il va falloir s'accrocher, il va falloir se préparer. Et mettre la tête dans le sable, comme beaucoup de gens font, n'est pas une solution. Et voilà ce que je voulais dire là-dessus. Eh bien, c'était parfait. C'était une excellente émission. Merci à toi, Jonathan. Merci à tous ceux qui se seront rendus sur le site de Jonathan, sur notre site également, pour nous soutenir d'une certaine manière. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont participé dans le chat également. On rappelle, hein, le livre de Jonathan est disponible sur son site. Nous, bien sûr, nos livres sont présents sur notre librairie. Il y a le lien dans le chat qui vient d'apparaître. Donc n'hésitez pas si jamais cela vous intéresse. Merci à tous. C'était un épisode d'une mini-série, donc peut-être que Jonathan reviendra dans le futur, dans un futur proche, pour nous consacrer un nouvel entretien sur une autre partie du monde. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.